navires. Maintenant, le blocus d'Ormuz est effectif. Ce n'est plus seulement un projet. Et Trump lui-même en donne le contour ce soir. Maintenant, écoutez, on suit le calendrier. Là, tout de suite, il n'y a pas de combat. Il y a un blocus. Eux n'ont pas d'activité. Il n'y a pas de bateau qui passe dans le détroit. Donc, il y a zéro activité économique côté Iran. Et nous, on peut maintenir ce blocus très facilement. Souvenez-vous, leur marine est détruite, leur armée de l'air est détruite, leur radar aussi, et tous leurs dirigeants. Voilà, ce moment-là est très intéressant. On comprend, Père de Jong, vous nous avez rejoint. Merci beaucoup, Natacha Polony, et vous, Paul Amar. Bonsoir, ce moment-là, est-ce que c'est bien joué? On voit qu'il y a deux camps ce soir. Ceux qui disent il est en train d'entrer dans une folie. On parlait même des comparaisons avec les années 60, avec le bras de fer avec les Chinois. C'est une prise de risque inconsidérée. Il va encore, mettre en loi dans l'engrenage. Et ceux qui disent bravo, bien joué. Natacha Polony. Il y a un engrenage. Le 10 avril, les Chinois ont annoncé tout à fait tranquillement, l'air de rien, qu'ils bloquaient les exportations d'acide sulfurique. Pourquoi ? Parce que là, dans le détroit d'Ormuz, il y a 30% du soufre mondial qui est produit. Les Chinois, eux, produisent de l'acide sulfurique qui est indispensable pour l'extraction du cuivre, pour l'extraction du nickel, pour fabriquer des engrais phosphatés. Donc, en gros, ils ont répondu au blocage du détroit d'Ormuz en disant « Eh bien, mes enfants, nous utilisons notre goulot d'étranglement, c'est-à-dire un produit qui est indispensable à l'économie mondiale. » Ça n'est pas la même manière d'agir. Là aussi, on est dans de la guerre asymétrique, mais guerre économique quand même très violente. Paul Amar. Avant de condamner, il faut tenter de comprendre pourquoi Trump a pris une décision aussi lourde de conséquences. Un blocus, c'est un acte de guerre. Donc, décision extrêmement lourde. Flashback, quelques jours. On s'est tous réjouis de la trêve. On s'est tous réjouis de l'ouverture de pourparlers entre Américains et Iraniens qui ne sont pas parlés depuis 1979. Elle n'est pas levée, la trêve. Théoriquement, le cessez-le-feu continue. Oui. Mais en tout cas, on s'est tous réjouis. Du coup, ils ont fait le voyage, ils sont allés à Islamabad. Trump a posé deux conditions. L'une d'entre elles a été acceptée par les Iraniens. Trump a accepté de cesser le feu. Les Iraniens ont dit « on lève le blocus du détroit d'Ormuz ». Retrouvailles à Islamabad, et là, les Iraniens disent non, on maintient le blocus. Donc, mensonge. Voilà la raison pour laquelle Trump a pris une telle décision, et il a utilisé pour y répondre à sa façon la technique de la corde. La corde, ils la connaissent très bien. Près de 1700 pendaisons au cours de l'année 2025. Donc, la technique de la corde, étrangler, asphyxier, en recourant à son tour à ce blocus. Donc ça, ce langage-là, parce que Trump, au fond, fait comme eux. Le langage de voyou, il le connaît, et les méthodes de voyou, il peut les appliquer. Donc il a fait exactement comme eux. Est-ce que vous avez trouvé ce côté voyou et demi, Oui, tout à fait, absolument. C'est exactement la technique qu'il emprunte. Vous savez, Trump est un prédateur, comme les autres. Et pour mieux les combattre, il utilise parfois leur langage et leurs méthodes. Moi, je trouve que la séquence est formidable. Vous savez que quand ils ont commencé à discuter, je me suis dit, c'est incroyable que la veille, il promet 11e merveille à l'Iran de raser l'Iran, et le lendemain matin, surprise, il a fait 180 degrés, il est ailleurs. Donc c'est impensable. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il rétablit. On n'a pas besoin, nous, Européens, d'avoir les États-Unis faibles. Il faut que l'Amérique reste puissante, quelle qu'elle soit. Donc c'est elle qui est au charbon, comme on dit, et je pense qu'il a retrouvé un équilibre. D'ailleurs, on le voit. Rappelez-vous, la semaine dernière, quand il passait devant les caméras, il prenait son avion, il parlait plus. Ouais. Il était renfrogné, il avait sa casquette sur les yeux. Là, il est à l'aise. Et là, il est bien. Vous voyez, il voit la livreuse de hot dog, il va très bien. Fondamental. Il va bien. Pourquoi? C'est des hamburgers, là. Vous avez dit pizza, vous avez toutes les versions. C'est des hamburgers. Vous avez des hamburgers. Décidément, j'ai un blocage sur les hamburgers, probablement. Donc, en fait, le problème, c'est que il est joyeux. Encore une fois, la double opération, elle est très bonne. Encore une fois, son vice-président, il revient, il est jeune aux entournures avec les élections qui vont arriver, avec une candidature potentielle, je dirais, dans 2 ans, dans 2 ans et demi. Donc là, il va calmer le jeu. Et puis, il y a un point très important, il rétablit l'équilibre avec les Iraniens, qui aujourd'hui, sont obligés de faire quelque chose. Soit ils brisent le cessez-le-feu, soit il va se passer quelque chose. Donc c'est vrai que cette manière de rééquilibrer est plutôt bien vue, et encore une fois, c'est très surprenant. Et au-delà du côté voyou, c'est assez stratège. Est-ce qu'il a ajouté de l'ordre, ou est-ce qu'il ajoute du désordre? Au fond, c'est ça. Parce qu'il y a ceux qui vous disent, mais en fait, tout allait bien avant. Renaud Girard, qui est sur ce plateau souvent, dit, on l'aura plus tard dans l'émission, il dit, mais on était tranquille avant, le détroit d'Ormuz fonctionnait, on n'avait pas de problème. Non, mais indéniablement, il y a un dérèglement mondial qui est dû à cette intervention, et surtout à cette intervention qui est dû à qui? À Trump? n'a pas été pensée. Alors,
Au départ, le facteur qui crée une instabilité mondiale, c'est l'Iran. Nous sommes bien d'accord, ça fait 49 ans que ça dure. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais dans ce cadre-là, sur l'affaire récente, évidemment que le choix d'attaquer sans avoir en tête de véritable plan va se payer très cher. Petit point quand même. Je termine quand même parce que sur la description de ce qui s'est passé à Islamabad, il faut quand même comprendre que non, c'est pas simplement que les Iraniens ont menti. C'est-à-dire, tout le monde ment dans ce genre de cas. C'est simplement que la délégation américaine est arrivée visiblement une fois de plus, avec une vision totalement faussée de ce qu'était la position des Iraniens. On saura plus tard exactement pourquoi ils ont choisi d'arriver avec cette idée qu'ils allaient pouvoir tordre le bras des Iraniens, alors même que les Iraniens n'avaient aucune intention d'accepter des conditions qui auraient été des conditions de reddition. Mais très clairement, Donald Trump, par ce blocage du détroit d'Ormuz, tente de reprendre la main après des négociations qui se sont mal passées pour lui. Et j'y insiste, la façon dont les Chinois répondent, c'est ça qu'il va falloir observer. Ils ont commencé à répondre. La faute à qui ? La faute à qui ? Natacha Polony, au fond, c'est Trump qui a rajouté du désordre. Alors, à nouveau flashback, parce qu'il y a le désordre trumpien, qui est évident. Mais avant le désordre trumpien, il y a le désordre iranien. Vous savez, Trump ne nous aime pas. Il n'aime pas l'Europe, on en souffre assez, et on l'a assez vu. Mais il est fidèle à certains alliés. Les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, Israël. N'oublions pas le pogrom du 7 octobre, commandité, programmé, organisé par le régime des Mollahs, avec les proxys de Hamas puis du Hezbollah. N'oublions pas, mort à l'Amérique pendant 47 ans, mort à Israël pendant 47 ans. Donc là, Trump est fidèle dans cette alliance-là. Il est des États du Golfe, et quand il dit, il faut le croire là pour le coup, l'Iran, le régime des Mollahs, n'aura jamais l'arme nucléaire. Donner l'arme nucléaire à un régime de voyous, c'est impossible. Donc là, il y a une cohérence dans le comportement trumpien. Il ajoute là ponctuellement du désordre. C'est vrai, en bloquant le détroit d'Ormuz à son tour. Mais c'est pour revenir à un ordre qui serait un ordre, on va dire, un peu plus pacifié. Revenons à la technique du blocus. Vous nous avez rejoint, Général Gomard, merci beaucoup d'être là. Vous êtes Christophe Gomard, ancien chef du renseignement militaire, ancien commandant des forces spéciales. Vous avez fait X opérations tordues, pas tordues, secrètes, pas secrètes, un peu tordues un peu, ça fait partie du métier, c'est très bien comme ça. Quand on a des adversaires comme le groupe État islamique, il faut utiliser tout ce qu'on a en main contre le danger pour les démocraties. Quoi qu'il en soit, ce qui est en train de se passer là, comment est-ce que ça va fonctionner ? On reçoit pas mal d'images sur le groupe aéronaval qui est engagé, le Lincoln, sur les forces d'arraisonnement, et notamment les Navy Seals et autres. Est-ce que vous imaginez que ce blocus marche réellement ? C'est difficile de le dire maintenant, mais ce qui est certain, c'est que les Américains feront tout pour qu'il fonctionne, ce blocus. Au-delà du deal sur lequel est Donald Trump pour bloquer les bloqueurs et empêcher et assécher la Chine, et faire en sorte que la Chine rentre dans le jeu, finalement. Ça, Trump veut internationaliser ce conflit, et c'est un de ses objectifs de guerre. Trump, il avait soit le deal qui n'a pas fonctionné, soit un coup d'État, un coup de force, ce qu'il essaye de faire. C'est difficile maintenant, sur le plan maritime, de bloquer tous les bateaux. Les Iraniens, je pense qu'il leur tirera dessus. Les autres, est-ce qu'il tirera des coups de semonce devant la proue du bateau pour savoir si le bateau recule et fait demi-tour ? En fait, aujourd'hui, on ne sait pas très bien. On verra ça demain, dans 24 heures. Comment ça va réellement se passer, les bateaux qui passent ou qui ne passent pas. Mais il est certain, c'est qu'il veut empêcher les Iraniens de pouvoir vendre leur pétrole aux Chinois et mettre la pression. Je rappelle que dans les négociations, dans les points poussés par le régime iranien, c'était l'un des points, c'était le péage du détroit d'Ormuz. Et ça, les Américains ne peuvent pas laisser passer ça. De mon point de vue, c'est impossible que les gens payent 2 millions par bateau qui passe, qui franchit avec des barils de pétrole à bord. Donc ça peut être tendu, hein. Adrien Denis, qui pilote cette émission, m'envoie à l'instant déclaration des porte-parole des gardiens de la Révolution. Alors, ils font un peu de tartarinade, mais nous dévoilerons de nouvelles tactiques de guerre que l'ennemi n'a pas la capacité de contrer. On verra ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, quand on voit les images des commandos qui montent à bord des navires, ce sont des images fournies par l'armée américaine. L'équipe d'intervention, telle qu'elle est là, dans les images qu'on va voir, comment est-ce que ça se passe ? Si on veut arraisonner un bateau, d'un point de vue vraiment technique, comment ça marche ? On va lui barrer la route, on va chercher, sur un plan maritime, à lui barrer la route. Un bateau, c'est lancé sur une aire, et ça ne se détourne pas comme ça, surtout un pétrolier. Donc le bateau va chercher à rentrer en collision, ce que va éviter de faire le pétrolier, bien évidemment,
parce que le capitaine à bord tient sa vie à sa cargaison et l'armateur aussi. Donc, et ensuite, on peut l'aborder grâce, comme on le voit sur ces images, avec des petites embarcations. Et c'est ce que font les gardiens de la Révolution. Ils ont toujours ces petites embarcations, mais les Américains aussi sont capables de le faire. Ils arraisonnent le bateau, ils montent à bord et ils détournent. Ils disent au capitaine d'arrêter les moteurs, le bateau, de lancer une ancre de façon à s'arrêter. Et c'est sans doute ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire... Ce que font les pirates somaliens au passage, ouais. Exactement, ils vont faire la méthode somalienne, c'est-à-dire ils vont aborder le bateau, monter à bord, arrêter le bâtiment, et leur dire maintenant vous jetez l'ancre, sinon on vous tire dessus. En tout cas, pétrolier, c'est combien de personnes? C'est 30 personnes? C'est même pas, oui, c'est ça. Et puis ce sont des bâtiments qui, le temps de s'arrêter, vont parcourir plusieurs, peut-être pas 1000 nautiques, mais enfin quand même pas mal. Donc c'est pas facile à faire, mais c'est sans doute ce que les Américains vont tenter de faire pour rester crédibles, parce que là, il en va de la crédibilité des États-Unis. Trump dit nous allons bombarder les navettes iraniennes de la même façon que nous avons bombardé les navettes des narcotrafiquants de l'autre côté, et on va les tuer. Je pense que c'est ce qu'il va faire avec les vedettes des gardiens de la Révolution. Il va les détruire, sans état d'âme. Surtout qu'en fait, ça c'est vraiment le rapport du fort au faible. Les vedettes vont aller très rapidement, donc avec des Hadis, des hélicoptères, même des moyens maritimes, ils vont détruire tout ça. Le problème, encore une fois, c'est la saturation. Les Iraniens nous ont appris qu'ils savaient saturer avec des missiles, avec des drones. Et moi, ce que je crains, c'est qu'ils vont pas venir à 2-3 vedettes, comme ils le font dans les démonstrations. Ils vont venir avec une centaine de vedettes en même temps. C'est très compliqué à gérer, parce que sur les bateaux rapides, la distance qui est entre le point de départ et le point d'arrivée, je la connais pas, quelques kilomètres, ça veut dire qu'il faut tout le système se mettre en route. Mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas une menace qui doit particulièrement inquiéter les Américains. Sauf la séquence, rappelons-nous la séquence du l'USS Cole, qui était un bateau qui avait été détruit par une vedette iranienne au large du Yémen. Et ça, c'est douloureux parce qu'il y a eu, je crois, il y avait une quinzaine de morts dans le bâtiment. C'était un destroyer déjà. Donc les dégâts, le moindre bateau bourré d'explosifs qui arriverait à côté d'un bateau de guerre, ça pourrait faire des dégâts. Et donc ça, c'est impensable pour les Américains. Mais on est dans un jeu de poker menteur, et surtout où c'est celui qui tient le plus longtemps qui gagnera. Pourquoi ? Parce que là, si les États-Unis bloquent à leur tour le détroit d'Ormuz, c'est bien pour bloquer les navires qui passaient, les pétroliers qui alimentent la Chine. La Chine, je l'ai dit, vient de couper les approvisionnements d'acide sulfurique. La Chine a différents moyens de rétorsion, que ce soit sur les terres rares, que ce soit sur différents éléments, d'autant plus que la fermeture du détroit d'Ormuz, ça veut dire fermeture donc du soufre, mais fermeture aussi pour les plastiques. C'est donc toute l'économie mondiale qui va être impactée. Et là, on commence à entrer dans le moment où les entreprises un peu partout dans le monde vont avoir des problèmes pour se fournir, tout simplement. C'est-à-dire que là, si vous regardez ce plateau autour de nous, les entreprises qui fabriquent les micros, les plaques, elles ont besoin pour ça d'avoir du plastique qui vient du Golfe. Donc, qui va tenir le